Eh bien, nous allons commencer tout de suite cette première demi-journée qui est centrée sur l'historique, en fait, de la faculté de médecine de Montpellier, hier et aujourd'hui. Médecine et humanisme, serait-ce un oxymore? En effet, le rapprochement de ces deux mots semble les opposer comme contradictoires. En moins d'un siècle, la science a effectué de formidables progrès, notamment dans les pays occidentaux. L'espérance de vie a énormément augmenté, les traitements sont de plus en plus performants, la couverture vaccinale s'améliore, les hôpitaux sont devenus des pôles d'excellence que nous connaissons aujourd'hui. La médecine prédictive progresse chaque jour. Dans ce contexte, il est un poncif répété à l'envi, celui de la déshumanisation de la médecine. Ici ou là, on lit que les médecins se préoccupent plus de la maladie que du malade, que les soignants n'ont plus cette capacité d'écoute et d'attention nécessaire aux patients, ou encore que les blouses blanches ne jettent même plus de regard bienveillant sur les malades désemparés. Il vaudrait peut-être mieux parler aujourd'hui, au lieu d'oxymore, mais peut-être de pléonasme entre médecine et humanisme. C'est ce que nos amis intervenants vont nous prouver ce matin dans ce premier thème de l'historique de la faculté de médecine de Montpellier depuis 200 ans. Et je passe la parole immédiatement à ce témoignage initiatique, si j'ose dire, du professeur Henri Pujol. Alors, vous êtes président, mettez-vous là quand même, monsieur le professeur, vous êtes président honoraire de la Ligue contre le cancer et vous avez été membre de la commission internationale du plan cancer impulsée par Jacques Chirac. Vous êtes également professeur honoraire de l'Université de Montpellier. Vous avez dirigé le Centre régional de lutte contre le cancer de Montpellier, Val d'Orel. Le cancer est vraiment votre spécialité. Vous ouvrez ainsi le thème de ce matin sur la longue tradition humaniste de la faculté de médecine de Montpellier par un témoignage bref, illustrant l'humanisme et la médecine du cancer. Je vous laisse la parole. Je vous remercie. Mon témoignage sera bref, mais il durera quand même les 15 minutes que vous m'avez consacrées. Je vous en remercie. C'est fantastique que vous me désigniez comme témoin. Parce que le témoin, il est amené à dire ce qu'il a vu, ce qu'il voit, et ce qu'il pense de ce qu'il voit. Mais le témoin ne fait pas de la philosophie. Il ne fait pas des comparaisons. Donc je comparais devant vous comme témoin, un témoin qui est entré au CHU de Montpellier le 2 janvier 1950. Voilà. Et qui maintenant observe la cancérologie, pas de plus haut, mais d'un peu plus loin. Le témoin n'est pas un guide. Donc c'est toute la liberté de ce colloque que vous avez choisi comme thème de sortie de bicentenaire. Alors pourquoi la cancérologie? La cancérologie n'est pas plus importante que d'autres spécialités de la médecine. Mais la cancérologie a une particularité que tout le monde connaît. Elle impacte fortement la population. Vous savez qu'actuellement en France, l'espérance de vie d'un homme est de 80 ans et d'une femme de près de 85 ans. Or, les cancers sont la première cause en France et dans tous les pays dits développés de la perte d'années de vie. Vous le comprenez, si un enfant de 10 ans fait de leucémie, si une femme de 40 ans meurt d'un cancer, un homme de 40 ans meurt d'un cancer du poumon, c'est une amputation dramatique de l'espérance de vie. Donc la cancérologie amène avec elle ce fond, cette tonalité de fond de gravité. Et ce qui fait qu'en médecine, il y a des situations de santé tout à fait différentes. Je prends deux exemples très rustiques. Un monsieur arrive avec une luxation de l'épaule. C'est une pathologie d'organes. Vous remettez la tête dans la cavité gluoïde et il part content.
Vous recevez une femme de 40 ans avec un cancer du sein, un homme de 40 ans avec un cancer du poumon, c'est autre chose. Le premier, lui, vous dit, quand est-ce que je vais rejouer? Et le second et le troisième, il vous dit, que vais-je devenir? Et j'ai 3 enfants, et ceci, et cela. Donc la cancérologie, comme d'autres disciplines médicales, est chargée d'angoisse, ce qui fait, vous l'avez très très bien dit, M. Girosset, c'est une personne qui vient. Ce n'est pas un organe, l'organe n'est que d'éléments, Donc cette tonalité de gravité est extrêmement importante, elle est doublée actuellement par la technicité de plus en plus développée, fort heureusement d'ailleurs, de l'activité cancérologique, qui fait que entre le malade et le soignant et le médecin, il y a énormément de distance. C'est l'inverse de la règle des 3 unités. Il n'y a pas d'unité de lieu. Vous faites un scanner dans telle clinique, un PET scan à Saint-Éloi, un autre ailleurs, et le malade se sent un peu dispersé. Mais fort heureusement, toutes ces entités hospitalières ou de cliniques privées s'entendent bien. Mais c'est quand même un écartèlement. Il n'y a pas une unité de temps. Quelquefois, ça va durer plusieurs semaines. Et le traitement dure longtemps. Et ce n'est pas d'unité d'acteurs. Parce que le patient côtoie énormément de personnes qui, d'ailleurs, dans l'ensemble, lui veulent du bien. Mais cette dispersion des visages est quand même quelque chose qui amène le malade à rechercher un point d'ancrage. Ce point d'ancrage est quelquefois d'ailleurs une infirmière qui répare les propos inconsidérés d'un médecin pressé. Donc c'est un collectif, Alors l'humanisme, vous l'avez très bien dit, pour moi, je vais peut-être être provocateur, mais je crois que la vérité quelquefois provoque. Le problème de l'humanisme, c'est de connaître son métier. Donc, un devoir de compétence. Ce devoir de compétence est majeur en cancérologie parce que les choses évoluent. Par exemple, entre l'an 2000 et 2020, on est passé de 50% de guérison à 5 ans à maintenant 62%. 20 ans pour gagner 10%. Donc ça se gagne par morceaux, comme un combat de rue dans une ville assiégée. Et si vous ne faites pas le meilleur traitement, tiens, je vais vous dire, vous savez, vous les enseignants, il y en a dans cette salle, et il y a une sorte de proverbe qui dit certains étudiants sont tellement bons que même si l'enseignant est mauvais, ils vont réussir. Certains étudiants ne sont pas très bons, et même si l'enseignant est très bon, ils ne vont pas réussir. Et puis au milieu, il y a des personnes, des étudiants qui sont influencés par tel ou tel enseignant. Eh bien, pour les cancers, c'est à peu près pareil. Il y a des cancers qui sont tellement graves qu'avec le traitement de référence, vous n'arrivez pas à les guérir. Il y a des cancers qui sont moyennement graves, de telle façon que même sans le traitement de référence, ils peuvent guérir. Et puis, il y a des cancers qui ont besoin du traitement de référence. Sinon, il y a quoi? Sinon, il y a une perte de chance. Donc, vous êtes très gentil avec le malade, vous lui parlez bien, vous lui souriez, tout ça, vous lui parlez de sa femme, de ses enfants, mais si vous ne faites pas le meilleur traitement, dites, vous vous appelez Académie des sciences, sciences et lettres, les lettres adoucissent les sciences, je ne sais pas comment il faut le dire, mais enfin, le problème, c'est de faire le meilleur traitement. Or, le meilleur traitement, actuellement, est d'essayer de façon collective,
le cancérologue n'existe plus en une personne. Avant, c'était Monsieur X qui était au deuxième étage, tel bâtiment qui tenait, soi-disant, le savoir. Et dans le même hôpital, au premier étage, on faisait des traitements différents pour la même lésion. Mais maintenant, le savoir est collectif. Vous, vous êtes médecin, mais vous devez utiliser le cumul du savoir de tous ceux qui vous ont précédé. C'est ça la difficulté. Et donc, il faut connaître le métier. Alors, il n'y a pas que le métier. Je pense que il faut voir les choses. J'ai souvent pensé à Hippocrate depuis que je suis entré à la faculté de médecine en 1948, parce qu'il y a le précepte hippocratique affiché sur le fronton du bâtiment historique. Mais du temps d'Hippocrate, réfléchissons un peu. L'humanisme à 100%. Mais pourquoi? Mais parce que le traitement est à 0%. C'est ça le problème. Quand Patrocle soigne la cuisse blessée d'Achille, certes, il procure des soins, on ne dit pas lesquels, mais surtout, il lui donne des paroles réconfortantes. Mais actuellement, c'est un peu l'inverse. Un bon orthopédiste, lui, il faut qu'il y ait une rectitude de la jambe, une solidité du montage et que le blessé puisse marcher 3 jours après. Et puis, au lieu de le réconforter, il lui dit « Tu as été un peu idiot de tomber d'une échelle. » Voilà. En disant ça, ne croyez pas je ne voudrais pas que vous croyiez que je critique l'humanisme. Au contraire, parce que maintenant qu'avec une médecine de plus en plus compliquée, technologique, sophistiquée, il y a de plus en plus de papiers ou d'examens entre vous et une personne, raison de plus pour utiliser au maximum le temps que vous lui consacrez. C'est-à-dire que c'est la personne qui est plus importante que l'organe. C'est-à-dire la personne n'a pas besoin uniquement d'être traitée, elle a besoin d'être soignée, elle a besoin d'être informée, elle a besoin qu'on lui parle. Je disais aux étudiants, vous savez, dans les manuels étudiants, il y a en médecine, l'interrogatoire, l'inspection et la palpation. Mais c'est un peu l'inverse en médecine. Laissez l'interrogatoire à la police. L'interrogatoire, c'est l'écoute. C'est savoir ce que le malade veut vous dire. Et si vous lui donnez des paroles, il ne vous parlera pas. L'inspection, c'est le regard. Ne lui dites pas des choses graves en regardant le scanner. Et la palpation, c'est le contact. Donc, on est maintenant dans un siècle où il ne faut pas avoir peur de dire qu'on va recourir à l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que si vous avez dans une tumeur 26 anomalies du génome, médite, avec 26 lettres de l'alphabet, vous produisez toute la littérature française. Les romans, les circulaires, les directives, le journal officiel et tout. Donc avec 26 gènes altérés, et selon la combinaison des altérations, vous n'arriverez pas à vous reconnaître avec votre propre intelligence à vous. Donc l'intelligence artificielle fait partie de l'humanisme dans la mesure où vous en servez comme de l'outil. Je vais vous dire Kant vu par un chirurgien. Vous verrez comme c'est facile, rustique et rudimentaire. Kant a dit autrui n'est pas un moyen d'atteindre le fin. C'est-à-dire, autrui.
le malade n'est pas un moyen d'atteindre une fin. C'est-à-dire votre célébrité ou votre salaire. Bien sûr, vous avez un salaire, on fait de la médecine. D'accord? Donc, autrui est la fin. Autrui est la fin. Autrui est le but de la médecine. L'autre est le but de la médecine. Eh bien, l'autre, vous devez lui parler, le reconnaître, lui faire sentir que vous vous occupez de lui. Et ça, le malade le voit tout de suite. Il ne m'a pas regardé, il ne m'a pas parlé, je n'ai rien compris. Donc, ce fond d'humanisme est essentiel, essentiel. Alors on dit quelquefois, les jeunes ne le comprennent pas. Non, moi je vous le dis, je vois de jeunes étudiants que j'ai l'occasion de rencontrer qui ont quand même ces mêmes valeurs. Et je crois que ce colloque va être très utile parce qu'il va un peu démonter et restructurer tout ce que l'humanisme a d'important dans cette période soi-disant dépourvue d'humanisme, mais qui pourtant en aurait énormément besoin. Je vous remercie.